Ce n'est pas tout à fait un travail que propose Hans Jorgensen. Hans Jorgensen est un sculpteur âpre, c'est un sculpteur à secousses. Il crée en nous des secousses mentales. On n'est pas du tout dans une sculpture agréable à voir qui serait de l'ordre de la décoration, pas du tout. On est quelque chose qui secoue l'édifice mental. On est chez un artiste en qui il y a peut-être une certaine sacralité, ce qui explique peut-être qu'il expose ici, mais cette sacralité, si elle existe, elle est transgressive, elle a un côté dangereux, elle a un côté secouant. On est plutôt du côté de la magie, de la sorcellerie, on est plutôt du côté d'un macabre, festif, jubilatoire, ricanant, dérangeant. On n'est pas dans l'Europe d'un Occident à conscience claire, à conscience occidentale, à conscience transparente et rationnelle. Au contraire, les sculptures assemblées de Hans Jorgensen sont des sculptures des bas-fonds ou des hauts-fonds du mental. Ce sont des sculptures qui secouent toute l'organisation mentale, conceptuelle et intellectuelle. Donc il est d'une certaine manière aux antipodes d'une partie de la création contemporaine. C'est un sculpteur intemporel. Il a un côté médiéval, à une époque où la magie et le mental faisaient un. Sans cette distinction qui met en jachère une partie du mental profond, ce qui se voit aussi dans une partie de l'art hyper contemporain qui n'est pas en phase avec les profondeurs mentales. Au contraire, chez Hans Jorgensen, de la même manière que chez les Chinois, les pierres sont les racines des nuages, eh bien, il utilise un bois qui est chargé d'âme, qui est chargé d'une âme archaïque. Le bois des arbres a respiré les respirations des humains. L'arbre est un double lointain de l'être humain. Et le bois que Hans Jorgensen utilise est un bois qui est débarrassé de son écorce, c'est un bois qui est débarrassé de toute surface, c'est un bois qui est essentialisé, un peu que ce sont des squelettes de bois, si je puis dire, ou des squelettes d'arbres qu'il utilise. C'est un désosseur, Hans Jorgensen. Il a l'air gentil et affable comme ça, mais ne pacifier. Son œuvre est redoutable. Elle a un côté au sens propre formidable, c'est-à-dire digne d'un monstre. Il y a un côté monstrueux dans sa création. Monstrueux dans la mesure où il fait la démonstration, non pas de l'identité, mais de l'altérité. Nous sommes fatigués d'une identité de surface qui se coupe de nos profondeurs. Les artistes, au contraire, sont des remèdes à l'identité de surface, à la fabrication de l'identité de surface. Trop d'images tuent l'image, trop de choses empêchent de faire vivre ce qui est au fond de nous, et cet artiste à secousses éveille et réveille le mental profond. Nous sommes sidérés devant ces sculptures, c'est-à-dire que l'organisation mentale que nous avons tous plus ou moins, notre culture est dépassée, est forcément dépassée par ce que nous voyons, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas identifier, nous ne pouvons pas ramener à des choses que nous connaissons, et donc nous sommes forcément dérangés. Il y a de la compression dans les œuvres, une compression mentale, il y a de la tension, il y a quelque chose de convulsif qui l'arrête juste avant que ça pourrait déborder. Mais ça ne déborde pas, c'est une espèce d'explosion arrêtée à la limite ou d'implosion qui reste à l'intérieur. Et donc la force d'impact est d'autant plus grande qu'il ne se délivre pas en épanchement hyper expressionniste. Il garde une mesure qui donne à ses œuvres quelque chose d'une bombe mentale qui n'explose pas mais qui touche ce mental. Or nous avons cruellement besoin de garder contact avec nos origines. La modernité a perdu ce contact. La modernité fabrique des images qui s'enchaînent, fabrique des événements qui s'enchaînent dans l'information. Et au contraire, un certain nombre d'artistes, et les artistes comme lui sont des durs à peindre, des durs à créer, ce sont des acharnés. Il y en a quelques-uns, ils ne sont pas extrêmement nombreux. Et nous avons besoin de ce type d'artistes qui nous secouent et qui nous permettent de garder contact avec nos racines les plus anciennes. Sinon, notre sensibilité profonde risque de
de se fossiliser, et en surface, nous risquons d'être seulement touchés par des chocs qui accidentent la sensibilité de surface. Ici, ça se passe à l'intérieur, ça demande du temps. Chaque sculpture est une espèce de vocifération arrêtée, de tempête arrêtée, et en même temps, il rend hommage à l'humain, au corps humain, avec ces bois corrodés, ces bois qui semblent avoir été brûlés. Je n'en sais rien, mais ils semblent l'avoir été. Autrement dit, ils ont été débarrassés de toute la superficialité qui encombre la sensibilité. Ils ramènent à l'essentiel. Je parlais tout à l'heure de squelettes. Ce sont au fond des squelettes d'âme et d'âme d'altérité. C'est-à-dire c'est l'autre qui est sollicité et non pas l'identité ordinaire. Autrement dit, les êtres que nous avons oubliés, les êtres que nous cachons au fond de nous et qui vivaient autrefois, dans la magie, qui vivaient autrefois dans l'antre, c'est-à-dire comme si le chaman, le sorcier restait dans l'antre, ne sort pas au dehors. Il y a quelque chose de souterrain dans l'œuvre de Hans Jorgensen, quelque chose d'implacable et d'un peu dangereux. Et en même temps, encore une fois, nous avons besoin d'être secoués par ces sollicitations de formes, ces assemblages de formes. Il y a une forme générale qui se dégage, mais cette forme générale, elle est faite par des pièces qui créent un être hétérogène. L'homogénéité absolue, c'est l'achèvement de la forme, c'est la mort de l'être humain, quand le roseau devient un chêne bloqué sur lui-même, qui se casse. Là, au contraire, il y a une souplesse dans le côté décharné de ces êtres, une souplesse due à des assemblages qu'il crée et qui crée un élancement. Sa sculpture est quasiment toujours verticale, ou quand elle ne l'est pas, comme cette étrange racine qui semble puiser dans les sources de la terre, des forces à la fois bonnes et mauvaises. La sculpture de Hans Jorgensen est une sculpture amorale, c'est-à-dire qui ne s'occupe pas de la morale, du bien et du mal, toutes choses qui ont écrasé l'humanité au niveau esthétique, mais au contraire, il y a une force, une énergie colossale qui est latente dans ses œuvres, qui ne s'épuise pas en divertissement extraverti, qui reste là. Du coup, ces bombes mentales, comme je le disais tout à l'heure, elles explosent dans ces gesticulations arrêtées, et si macabre il y a, c'est un macabre qui se moque de la mort, c'est un macabre qui s'y oppose, c'est un macabre qui exorcise toutes les craintes de la mort. Nous vivons à une époque qui a la terreur de la mort, les rites sont un peu oubliés, et un certain nombre d'artistes gardent ce contact, cette capacité de se moquer de la mort avec une énergie colossale, quasiment invraisemblable. Ce qui veut dire que c'est peut-être avec une certaine crainte que nous abordons ces œuvres, parce que nous sentons confusément qu'elles nous mettent en face avec la plus grande fragilité de l'être humain devant les puissances de l'univers. Un artiste est une sorte de chaman ou de chamane qui amadoue ces forces-là que nous avons oubliées, dont nous avons oublié l'existence. Mais ces forces-là, c'est celles qui constituent le réel, le pur réel, le réel marqué d'impensable, marqué d'impossible, marqué de vie et de mort. Nous vivons dans une réalité que nous croyons maîtriser, avec des horaires de train, avec des heures de vernissage. Mais en réalité, le réel, c'est autre chose. Le réel est ce qui englobe cette réalité. Et l'artiste, lui, ne s'occupe pas trop de la réalité, des idéologies de surface ou de ce qui est à la mode ou pas à la mode. Au contraire, il est face avec quelque chose de plutôt intemporel, universel. Il est capable d'affronter le réel, et sans lui, nous serions des êtres beaucoup plus démunis que nous ne le sommes. Merci.